Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à la bibliothèque de minuit. Cette nuit, je me propose de vous faire lecture d'une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft, Les rats dans les murs. Le 16 juillet 1923, je m'installai au prieuré d'Hexham après que le dernier ouvrier eut terminé son travail. La restauration avait été une tâche colossale, car il ne restait presque rien de l'ancienne ruine, seulement une coquille vide. Pourtant, parce que c'était la demeure de mes ancêtres, je ne regardais pas à la dépense. L'endroit n'avait pas été habité depuis le règne de Jacques Ier, lorsqu'une tragédie d'une nature intensément hideuse, quoique largement inexpliquée, avait frappé le maître, 5 de ses enfants et plusieurs serviteurs, et avait chassé dans un climat de suspicion et de terreur le troisième fils, mon ancêtre direct, et le seul survivant de la lignée abhorrée. Avec cet unique héritier, dénoncé comme meurtrier, le domaine était revenu à la couronne, et l'accusé n'avait fait aucune tentative pour tenter de s'innocenter ou récupérer sa propriété. Secoué par une horreur plus grande que celle de la conscience ou de la loi, et n'exprimant qu'un désir frénétique d'exclure l'antique édifice de sa vue et de sa mémoire, Walter de la Poer, 11e baron d'Hexham, s'enfuit en Virginie et y fonda la famille qui, au siècle suivant, prit le nom de la Port. Le prieuré d'Hexham était resté inhabité, bien que plus tard attribué au domaine de la famille Norris et beaucoup étudié en raison de son architecture particulièrement composite, des tours gothiques reposant sur une substructure saxonne ou romane, dont les fondations elles-mêmes étaient d'un ordre encore plus ancien ou d'un mélange d'ordres, romain et même druidique ou gallois, si les légendes disaient vrai. Cette fondation était une chose très singulière, fusionnée d'un côté avec le calcaire solide de la falaise du haut de laquelle le prieuré dominait une vallée désolée, à 3 miles à l'ouest du village d'Anchester. Architectes et archéologues aimaient à examiner cette étrange relique des siècles oubliés, mais les gens du pays la détestaient. Ils la haïssaient depuis des centaines d'années, alors que mes ancêtres y demeuraient, et ils la haïssaient encore aujourd'hui avec la mousse et la moisissure de l'abandon dont elle était couverte. Je n'étais pas à Manchester depuis un jour que je savais que je venais d'une maison maudite, et cette semaine, des ouvriers ont fait sauter le prieuré d'Hexham et s'emploient maintenant à effacer les traces de ses fondations. Les origines de mon ascendance, je les avais toujours connues, ainsi que le fait que mon premier ancêtre américain était venu aux colonies dans d'étranges circonstances. Des détails cependant, j'avais été tenu dans une ignorance totale du fait de la politique de réticence toujours maintenue par les de la Port. Contrairement à nos voisins planteurs, nous nous vantions rarement d'ancêtres croisés ou d'autres héros du Moyen-Âge ou de la Renaissance, et aucune sorte de tradition n'était transmise, exception faite de ce qui pouvait avoir été consigné dans l'enveloppe scellée, laissée avant la guerre de sécession par chaque patriarche à son fils aîné pour ouverture posthume. Les gloires que nous chérissions étaient celles réalisées depuis la migration, les gloires d'une lignée virginienne fière et honorable, quoique quelque peu réservée et peu portée sur les relations sociales. Pendant la guerre, nos fortunes furent éteintes et toute notre existence changée par l'incendie de Carfax, notre demeure sur les rives du James. Mon grand-père, homme d'un âge avancé, avait péri dans cet incendie volontaire, et avec lui, l'enveloppe qui nous liait tous au passé. Je peux me rappeler cet incendie aujourd'hui aussi clairement que je le vis alors, à l'âge de 7 ans, avec les soldats fédéraux criant, les femmes hurlant, et les noirs gémissant et priant. Mon père était dans l'armée, défendant Richmond, et après de nombreuses formalités, ma mère et moi fûmes passés à travers les lignes pour le rejoindre. Quand la guerre finit, nous allâmes tous vers le nord, d'où ma mère était originaire. Et je grandis jusqu'à l'âge d'homme, l'âge mûr, et la richesse ultime en tant qu'un Yankee stoïque. Ni mon père ni moi n'avions jamais su ce que contenait notre enveloppe héréditaire,
et comme je me fondais dans la grisaille de la vie d'affaires du Massachusetts, je perdis tout intérêt pour les mystères qui se tapissaient manifestement loin en arrière dans mon arbre généalogique. Si j'avais soupçonné leur nature, comme j'aurais volontiers laissé le prieuré d'Exam et sa mousse, ses chauves-souris et ses toiles d'araignée. Mon père mourut en 1904, mais sans aucun message à me laisser, ni à mon unique enfant, Alfred, un garçon orphelin de mère, âgé de 10 ans. C'est ce jeune homme qui inversa l'ordre de l'information familiale, car, bien que je ne puisse lui donner que des conjectures plaisantes sur le passé, il m'écrivit d'intéressantes légendes ancestrales, quand la dernière guerre l'emmena en Angleterre, en 1917, comme officier d'aviation. Apparemment, les Delaport avaient une histoire haute en couleurs et apparemment sinistre, car un ami de mon fils, le capitaine Edward Norris du Royal Flying Corps, habitait près de la maison familiale à Manchester et rapporta des superstitions paysannes que peu de romanciers pourraient égaler en sauvagerie et en incrédibilité. Norris lui-même, bien sûr, ne les prenait pas au sérieux, mais elles amusaient mon fils et firent de bons sujets pour sa correspondance avec moi. Ce sont vraiment ces légendes qui attirèrent définitivement mon attention vers mon héritage transatlantique et me décidèrent d'acheter et de restaurer la demeure familiale que Norris montra à Alfred dans son pittoresque abandon, et qu'il s'était proposé de lui obtenir à un prix étonnamment raisonnable, puisque son oncle en était l'actuel propriétaire. J'achetai le prieuré d'Exam en 1918, mais fus presque immédiatement distrait de mes plans de restauration par le retour de mon fils, comme invalide et mutilé. Pendant les 2 ans que dura encore sa vie, je ne pensais à rien d'autre qu'à ses soins, ayant même placé mes affaires sous la direction de partenaires. En 1921, me trouvant endeuillé et sans but, un fabricant retraité, plus si jeune, je résolus de divertir mes années restantes avec ma nouvelle possession. Visitant Manchester en décembre, je fus reçu par le capitaine Norris, un jeune homme grassouillet et aimable, qui avait beaucoup pensé à mon fils, et j'obtins son aide pour rassembler plans et anecdotes pour guider la restauration à venir. Le prieuré d'Exam en lui-même, je le vis sans émotion, une friche, un enchevêtrement de ruines médiévales chancelantes, couvertes de lichens et criblées de nids de corneilles, perché périlleusement sur une falaise et dépouillé de plancher ou d'autres caractéristiques intérieures, sauf les murs de pierre des tours séparées. Comme je recouvrais graduellement l'image de l'édifice tel qu'il avait été quand mon ancêtre l'avait quitté, il y a plus de 3 siècles, je commençai à embaucher des ouvriers pour la reconstruction. Dans chaque cas, je fus forcé d'aller en dehors de la localité immédiate, car les villageois d'Anchester avaient une peur et une haine presque incroyables de l'endroit. Ce sentiment était si grand qu'il se communiquait parfois aux ouvriers extérieurs, causant de nombreuses désertions, tandis que sa portée semblait inclure à la fois le prieuré et son ancienne famille. Mon fils m'avait dit qu'il était quelque peu évité pendant ses visites parce qu'il était un Delapoer, et je me trouvais maintenant subtilement ostracisé pour une raison similaire, jusqu'à ce que je convainque les paysans combien je savais peu de mon héritage. Même alors, il me gratifiait d'une singulière antipathie, si bien que je dus recueillir la plupart des traditions villageoises par l'intérimaire de Norris. Ce que les gens ne pouvaient pardonner, peut-être, c'était que j'étais venu pour restaurer un symbole si abhorré pour eux, car, rationnellement ou non, ils voyaient le prieuré d'Exam comme rien de moins qu'un repère de démons et de loups-garous. Assemblant les contes que Norris recueillit pour moi et les complétant avec les récits de plusieurs savants qui avaient étudié les ruines, je déduisis que le prieuré d'Exam se tenait sur le site d'un temple préhistorique, une chose druidique ou anté-druidique, qui devait avoir été contemporaine de Stonehenge. Que des rites indescriptibles y avaient été célébrés, peu en doutaient. Et il y avait des contes déplaisants sur le transfert de ces rites dans le culte de Cybèle que les Romains avaient introduit. Des inscriptions encore visibles dans le sous-sol portaient des lettres aussi reconnaissables que DIV, OPS, Magna, Mat, signe de la Magna Mater,
dont le culte sombre fut autrefois vainement interdit aux citoyens romains. Anchester avait été le camp de la 3e légion d'Auguste, comme de nombreux vestiges l'attestent, et on disait que le temple de Cybèle était splendide et grouillé d'adorateurs qui accomplissaient des cérémonies sans nom sur l'ordre d'un prêtre phrygien. Les contes ajoutaient que la chute de l'ancienne religion ne mit pas fin aux orgies qui se tenaient au temple, mais les prêtres survécurent dans la nouvelle foi sans vraiment la changer. De même, on disait que les rites ne disparurent pas avec la puissance romaine, et que certains parmi les Saxons avaient fait des ajouts à ce qui restait du temple et lui donnèrent l'essentiel de sa ligne ultérieure en faisant le centre d'un culte craint à travers la moitié de l'Heptarchie. Vers 1000 après Jésus-Christ, l'endroit est mentionné dans une chronique comme étant un prieuré de pierres substantielles abritant un étrange et puissant ordre monastique et entouré de jardins étendus qui n'avaient besoin d'aucun mur pour tenir à distance une populace effrayée. Il ne fut jamais détruit par les Danois, bien qu'après la conquête normande, il dut avoir décliné énormément, puisqu'il n'y eut aucun obstacle quand Henri III accorda le site à mon ancêtre, Gilbert de la Poère, premier baron d'Exham, en 1262. Si aucun bruit négatif ne circule sur ma famille avant cette date, quelque chose d'étrange dut cependant se produire. Dans une chronique, il y a une référence à un de la Poère comme « maudit de Dieu » en 1307, dans les légendes du village qui parlent du château qui s'éleva sur les fondations de l'ancien temple et prieuré. Il est sans cesse question de malédiction et d'une peur panique. Les contes au coin du feu étaient des plus sinistres, d'autant plus effroyables qu'ils étaient construits sur des sous-entendus apeurés et évasifs. Ils représentaient mes ancêtres comme une race de démons héréditaires auprès desquels Gilles de Rais et le marquis de Sade sembleraient les plus purs novices, et insinuaient en chuchotant leur responsabilité pour les disparitions occasionnelles de villageois à travers plusieurs générations. Les pires personnages, apparemment, étaient les barons et leurs héritiers directs, du moins, on chuchotait le plus sur ceux-ci. Si d'inclinaison plus saine, on disait qu'un héritier mourait tôt et mystérieusement pour faire place à un autre rejeton plus acceptable. Il semblait y avoir un culte interne à la famille, présidé par le patriarche et parfois fermé sauf à quelques membres. Le tempérament plutôt que l'ascendance était manifestement la base de ce culte, car il fut rejoint par plusieurs pièces rapportées. Lady Margaret Trevor de Cornouailles, épouse de Godfrey, le 2e fils du 5e baron, devint le croque-mitaine attitré des enfants dans tout le pays et la démoniaque héroïne d'une ballade particulièrement horrible, pas encore éteinte près de la frontière galloise. Conservé dans la même ballade aussi, quoique n'illustrant pas le même point, est l'horrible conte de Lady Mary de la Poère, qui, peu après son mariage avec le comte de Shawsfield, fut tué par lui et sa mère, les 2 tueurs étant absous et bénis par le prêtre à qui ils confessèrent ce qu'ils n'osaient répéter au monde. Ces mythes et ballades, typiques qu'ils étaient de la superstition brute, me répugnaient grandement. Leur persistance et leur application à une si longue lignée de mes ancêtres étaient particulièrement agaçantes, tandis que les imputations d'habitudes monstrueuses s'avéraient désagréablement évocatrices du seul scandale connu de mes ancêtres immédiats, le cas de mon cousin, le jeune Randolph de la Porte de Carfax, qui alla parmi les Noirs et devint un prêtre vaudou après son retour de la guerre du Mexique. J'étais beaucoup moins troublé par les contes plus vagues de plaintes et de hurlements dans la vallée stérile, balayée par les vents sous la falaise de calcaire, des odeurs de cimetière après les pluies de printemps, de la chose blanche pataugeante et couinante sur laquelle le cheval de Sir John Clave avait marché une nuit dans un champ solitaire, et du serviteur qui était devenu fou à ce qu'il avait vu dans le prieuré, en plein jour. Ces choses étaient du folklore spectral banal, et j'étais à cette époque un sceptique prononcé. Les récits de paysans disparus étaient moins à écarter, quoique pas spécialement significatifs au vu des coutumes médiévales. La curiosité indiscrète signifiait la mort, et plus d'une tête coupée avait été publiquement montrée sur les bastions maintenant effacés autour du prieuré d'Exham. Quelques-uns des contes étaient excessivement pittoresques, et me firent souhaiter avoir appris plus de mythologie comparée dans ma jeunesse. Il y avait, par exemple, la croyance qu'une légion de diables aux ailes de chauve-souris tenait le sabbat des sorcières, chaque nuit, au prieuré.
Une légion dont la subsistance pourrait expliquer l'abondance disproportionnée de légumes grossiers récoltés dans les vastes jardins, et le plus vivant de tous, il y avait l'épopée dramatique des rats, l'armée galopante de vermines obscènes qui avait jailli du château 3 mois après la tragédie qui le condamna à la désertion. L'armée, maigre, sale, ravageuse, qui avait tout balayé devant elle et dévoré volailles, chats, chiens, porcs, moutons, et même 2 malheureux êtres humains avant que sa fureur ne s'épuise. Autour de cette armée de rongeurs inoubliables tourne tout un cycle séparé de mythes, car elle se dispersa parmi les maisons du village et apporta malédiction et horreur dans son sillage. Tel était le folklore qui m'assaillit, alors que je poussais à l'achèvement, avec une obstination de vieillard, le travail de ma restauration, de ma demeure ancestrale. Il ne faut pas imaginer un instant que ces contes formaient mon principal environnement psychologique. Au contraire, j'étais constamment loué et encouragé par le capitaine Norris et les architectes qui m'entouraient et m'aidaient. Quand la tâche fut terminée, plus de 2 ans après son commencement, je contemplais les grandes pièces, les murs lambrissés, les plafonds voûtés, les fenêtres à meneaux et les larges escaliers avec une fierté qui compensait pleinement la dépense prodigieuse de la restauration. Chaque attribut du Moyen Âge fut habilement reproduit, et les nouvelles parties se fondaient parfaitement avec les murs et fondations originales. Le siège de mes pères était complet, et je m'attendais à rattacher enfin la renommée locale de la lignée qui finissait en moi. Je résiderais ici de façon permanente, et prouverais qu'un de la Poère, car j'avais adopté à nouveau l'orthographe originale du nom, n'avait pas besoin d'être un démon. Mon confort était peut-être augmenté par le fait que, bien que le prieuré d'Exam fût équipé de façon médiévale, son intérieur était en vérité entièrement neuf et débarrassé des vieilles vermines autant que des vieux fantômes. Comme je l'ai dit, je m'installai le 16 juillet 1923. Mon ménage consistait en 7 serviteurs et 9 chats, de laquelle dernière espèce je suis particulièrement attaché. Mon chat le plus âgé, Niggerman, avait 7 ans et était venu avec moi de ma maison à Bolton, Massachusetts. Les autres, je les avais accumulés pendant que je vivais dans la famille du capitaine Norris pendant la restauration du prieuré. Pendant 5 jours, notre routine se déroula avec la plus grande placidité. Mon temps était passé surtout dans la codification de vieilles données familiales. J'avais maintenant obtenu des comptes très circonstanciés de la tragédie finale et de la fuite de Walter de la Poère, que je concevais comme le contenu probable du papier héréditaire perdu dans l'incendie de Carfax. Il apparut que mon ancêtre fut accusé, avec beaucoup de raison, d'avoir tué tous les autres membres de son ménage, sauf 4 serviteurs complices, dans leur sommeil, environ 2 semaines après une découverte choquante qui changea tout son comportement, mais qu'il ne divulgua, sauf par implication, à personne, sauf peut-être les serviteurs qui l'assistèrent et s'enfuirent ensuite hors de portée. Ce massacre délibéré, qui incluait un père, 3 frères et 2 sœurs, fut largement condamné par les villageois et traité si mollement par la loi que son auteur s'échappa honoré, indemne et non déguisé en Virginie. Le sentiment général chuchoté étant qu'il avait purgé la terre d'une malédiction immémoriale. Quelle découverte avait incité à un acte si terrible, je pouvais à peine l'imaginer. Walter de la Poère devait avoir connu pendant des années les contes sinistres sur sa famille, si bien que ce matériel n'aurait pu lui donner aucune impulsion fraîche. Avait-il alors été témoin de quelques rites antiques effroyables, ou trébuché sur quelques symboles effrayants et révélateurs dans le prieuré ou ses environs? On le disait avoir été un jeune timide et doux en Angleterre. En Virginie, il ne semblait pas tant dur ou amer, qu'harcelé et appréhensif. Il était fait allusion de lui dans le journal d'un autre gentleman aventurier, Francis Harley de Bellevue, comme d'un homme d'une justice, d'un honneur et d'une délicatesse à toute épreuve. Le 22 juillet se produisit le premier incident qui, bien que légèrement écarté à l'époque, prend une signification surnaturelle en relation avec les événements ultérieurs. Il était si simple qu'il était presque négligeable, et n'aurait pu être remarqué dans les circonstances, car il faut se rappeler que puisque j'étais dans un bâtiment pratiquement neuf, sauf pour les murs, et entouré d'un personnel de serviteurs bien équilibré, toute appréhension aurait été absurde malgré la localité. Ce dont je me souviens plus tard est simplement ceci, que mon vieux chat noir, dont je connaissais si bien les humeurs, était indubitablement alerte et anxieux
à un degré tout à fait incompatible avec son caractère naturel. Il errait de pièce en pièce, agité et troublé, et reniflait constamment les murs qui faisaient partie de l'ancienne structure gothique. Je me rends compte combien cela paraît banal, comme le chien inévitable dans les histoires de fantômes qui grogne toujours avant que son maître ne voie la figure drapée d'un linceul. Et pourtant, je ne peux pas décemment le supprimer. Le lendemain, un serviteur se plaignit d'une agitation parmi tous les chats de la maison. Il vint me trouver dans mon cabinet de travail, une vaste pièce à l'ouest au deuxième étage, avec des arches en ogive, des lambris de chêne noir et une triple fenêtre gothique donnant sur la falaise de calcaire et la vallée désolée. Et tandis qu'il parlait, je vis la forme de jet de Niggerman qui rampait le long du mur ouest en grattant les nouveaux panneaux qui recouvraient la pierre ancienne. Je dis à l'homme qu'il devait y avoir quelque odeur singulière ou émanation provenant des vieux murs, imperceptible aux sens humains, mais affectant les organes délicats des chats même à travers les boiseries neuves. Je le croyais sincèrement, et quand le gaillard suggéra la présence de souris ou de rats, je mentionnai qu'il n'y avait pas eu de rats ici depuis 300 ans, et que même les souris des champs des environs pouvaient difficilement se trouver dans ces hauts murs où l'on ne les avait jamais vus s'aventurer. Cet après-midi-là, je rendis visite au capitaine Norris, qui m'assura qu'il serait tout à fait incroyable que des souris des champs infestent soudainement le prieuré de cette façon inédite. Cette nuit-là, me dispensant comme d'habitude d'un valet, je me retirai dans la chambre de la tour ouest que j'avais choisie pour moi, accessible depuis le cabinet de travail par un escalier de pierre et une courte galerie. Le premier en partie ancien, la seconde entièrement restaurée. Cette pièce était circulaire, très haute et sans lambris, étant tendue de tapisseries que j'avais moi-même choisies à Londres. Voyant que Niggerman était avec moi, je fermai la lourde porte gothique et me couchai à la lumière des ampoules électriques qui contrefaisaient si habilement les chandelles, éteignant finalement la lumière et m'enfonçant dans le lit à baldaquin sculpté, avec le vénérable chat à sa place habituelle, en travers de mes pieds. Je ne tirai pas les rideaux, mais regardai par l'étroite fenêtre nord à laquelle je faisais face. Il y avait une suspicion d'aurore dans le ciel, et les délicates dentelles de la fenêtre se découpaient agréablement. Je dus m'endormir tranquillement à un moment donné, car je me rappelle distinctement m'être arraché à d'étranges rêves lorsque le chat bondit violemment de sa position paisible. Je le vis, dans la faible lueur du matin, la tête tendue en avant, les pattes antérieures sur mes chevilles et les pattes postérieures étendues derrière lui. Il regardait intensément un point du mur, un peu à l'ouest de la fenêtre, un point qui, à mes yeux, ne présentait rien de particulier, mais vers lequel toute mon attention se dirigea désormais. Et tandis que je le regardais, je sus que Niggerman n'était pas excité en vain. Que la tapisserie ait réellement bougé, je ne saurais le dire. Je crois que oui, très légèrement. Mais ce dont je peux jurer, c'est qu'au-delà de tout ça, j'entendis un bruit bas et distinct de grouillement, comme de rats ou de souris. En un instant, le chat avait sauté de tout son poids sur la tapisserie, faisant tomber au sol la section affectée et découvrant un mur de pierre ancienne et humide, rapiécé çà et là par les restaurateurs, et dépourvu de toute trace de rongeur. Niggerman courut de long en large au pied du mur, griffant la tapisserie tombée et essayant parfois d'introduire une patte entre le mur et le plancher de chêne. Il ne trouva rien, et après un moment revint, là, à sa place, en travers de mes pieds. Je n'avais pas bougé, mais je ne dormis plus cette nuit-là. Le matin, j'interrogeai tous les serviteurs et découvris qu'aucun n'avait rien remarqué d'inhabituel. Sauf que la cuisinière se souvenait des actions d'un chat qui s'était reposé sur son rebord de fenêtre. Ce chat avait hurlé à une heure inconnue de la nuit, réveillant la cuisinière à temps pour le voir filer délibérément par la porte ouverte et descendre l'escalier. Je somnolai jusqu'à midi et dans l'après-midi rendis de nouveau visite au capitaine Norris qui s'intéressa vivement à ce que je lui racontais. Les incidents étranges, si légers et pourtant si curieux, parlaient à son sens du pittoresque et lui tirèrent plusieurs souvenirs de folklore fantomatique local. Nous étions sincèrement perplexes quant à la présence de rats, et Norris me prêta des pièges et de la mort aux rats que je fis placer par les serviteurs dans les endroits stratégiques à mon retour. Je me couchai tôt, étant très somnolent, mais
fut tourmenté par des rêves de la plus horrible sorte. Il me semblait regarder d'une hauteur immense une grotte crépusculaire, remplie de fanges jusqu'aux genoux, où un porcher à barbe blanche poussait avec son bâton un troupeau de bêtes fongueuses et flasques dont l'apparence me remplissait d'un dégoût indicible. Puis alors que le porcher s'arrêtait et hochait la tête sur sa tâche, une immense nuée de rats s'abattit sur l'abîme puant et se mit à dévorer bêtes et hommes indistinctement. De cette vision terrifiante, je fus brusquement réveillé par les mouvements de Niggerman, qui dormait comme d'habitude en travers de mes pieds. Cette fois, je n'eus pas à chercher la source de ses grognements et sifflements, ni de la peur qui lui fit enfoncer ses griffes dans ma cheville, inconscient de leur effet. Car, de tous les côtés de la chambre, les murs étaient vivants d'un bruit nauséabond. Le glissement vermineux de rats gigantesques et voraces. Il n'y avait plus d'aurore pour montrer l'état de la tapisserie, dont la section tombée avait été remise en place, mais je n'étais pas trop effrayé pour allumer la lumière. Dès que les ampoules s'embrasèrent, je vis une hideuse agitation sur toute la tapisserie, faisant danser les motifs quelque peu singuliers dans une macabre danse de mort. Ce mouvement disparut presque aussitôt, et le bruit avec lui. Sautant du lit, je sondai la tapisserie avec le long manche d'une bassinoire qui reposait près et soulevai une section pour voir ce qui se trouvait dessous. Il n'y avait rien que le mur de pierre rapiécé, et même le chat avait perdu sa conscience tendue de présences anormales. Quand j'examinai le piège circulaire placé dans la chambre, je trouvai toutes les ouvertures déclenchées, bien qu'il ne restât aucune trace de ce qui avait été pris et s'était échappé. Le sommeil était désormais hors de question, si bien qu'allumant une bougie, j'ouvris la porte et sortis dans la galerie vers l'escalier menant à mon cabinet de travail, Niggerman sur mes talons. Avant même d'avoir atteint les marches de pierre, cependant, le chat me dépassa en flèche et disparut dans l'antique descente. En descendant moi-même, je pris soudain conscience de bruits dans la grande salle en dessous, des bruits qu'on ne pouvait confondre. Les murs lambrissés de chêne étaient vivants de rats qui couraient et grouillaient, tandis que Niggerman courait partout avec la fureur d'un chasseur frustré. Arrivé en bas, j'allumai la lumière qui, cette fois, ne fit pas cesser le bruit. Les rats poursuivaient leur tumulte, se ruant avec une telle force et une telle netteté que je pus enfin discerner une direction prise dans leurs mouvements. Ces créatures, en nombre apparemment inépuisable, étaient engagées dans une migration colossale, depuis des hauteurs inconcevables vers quelque abîme concevable ou inconcevable en contrebas. J'entendis alors des pas dans le couloir, et, un instant plus tard, 2 domestiques poussaient la lourde porte. Ils fouillaient la maison à la recherche d'une source inconnue de perturbation qui avait jeté tous les chats dans une panique hurlante et les avait fait dévaler précipitamment plusieurs volets d'escalier pour s'accroupir, miaulant devant la porte close de la crypte inférieure. Je leur demandai s'ils avaient entendu les rats, mais ils répondirent par la négative, et quand je me tournai pour attirer leur attention sur les bruits dans les panneaux, je me rendis compte que le vacarme avait cessé. Avec les 2 hommes, je descendis jusqu'à la porte de la crypte inférieure, mais les chats s'étaient déjà dispersés. Plus tard, je résolus d'explorer la crypte en dessous, mais pour l'instant, je me contentai de faire le tour des pièges. Tout s'était déclenché, mais tout s'était vide. M'étant assuré que personne n'avait entendu les rats à part les félins et moi, je restai assis dans mon étude jusqu'au matin, réfléchissant profondément et rappelant chaque bribe de légende que j'avais exhumée concernant l'édifice que j'habitais. Je dormis un peu dans la matinée, renversé dans l'unique fauteuil confortable que mon ameublement médiéval n'avait pu bannir. Plus tard, je téléphonai au capitaine Norris, qui vint et m'aida à explorer la crypte inférieure. Nous ne trouvâmes absolument rien d'anormal, bien que nous ne puissions réprimer un frisson à la connaissance que cette voûte avait été construite par des mains romaines. Chaque arche basse et pilier massif étaient romains, non le roman dégradé des Saxons maladroits, mais le classicisme sévère et harmonieux de l'âge des Césars. En effet, les murs abondaient d'inscriptions familières aux archéologues qui avaient exploré l'endroit à plusieurs reprises. Des choses comme P. Getae, Prop, Temp, Dona et El Praec, VS Pontifi, Attis. La référence à Attis me fit frissonner, car j'avais lu Catulle
et connaissait quelque chose des rites hideux du dieu oriental dont le culte était si mêlé à celui de Cybèle. Norris et moi, à la lumière des lanternes, essayâmes d'interpréter les motifs bizarres et presque effacés sur certains blocs de pierre irrégulièrement rectangulaires, généralement tenus pour des autels, mais nous n'en pûmes rien tirer. Nous nous rappelions qu'un motif, une sorte de soleil rayonnant, était tenu par les étudiants pour impliquer une origine non romaine, suggérant que ces autels avaient simplement été adoptés par les prêtres romains d'un temple plus ancien et peut-être aborigène sur le même site. Sur l'un de ces blocs se trouvaient quelques taches brunes qui me firent m'interroger. Le plus grand, au centre de la pièce, avait sur sa surface supérieure certains traits indiquant sa connexion avec le feu, probablement des offrandes brûlées. Tels étaient les spectacles dans cette crypte devant la porte de laquelle les chats avaient hurlé, et où Norris et moi décidâmes maintenant de passer la nuit. Des couchettes furent descendues par les serviteurs, à qui on dit de ne pas s'inquiéter des actions nocturnes des chats, et Niggerman fut admis autant pour l'aide que pour la compagnie. Nous décidâmes de garder la grande porte de chêne, une réplique moderne avec des fentes pour la ventilation, étroitement fermée, et, cela fait, nous nous retirâmes avec les lanternes encore allumées pour attendre ce qui pourrait survenir. La voûte était très profonde dans les fondations du prieuré, et indubitablement bien en bas sur la face de la falaise de calcaire surplombant la vallée désolée. Quel ait été le but des rats trottinants et inexplicables, je n'en doutais pas, bien que pourquoi, je ne pouvais le dire. Tandis que nous étions couchés là, dans la tente, je trouvais ma veille occasionnellement mêlée à des rêves à demi formés dont les mouvements inquiets du chat en travers de mes pieds me réveillaient. Ces rêves n'étaient pas sains, mais horriblement semblables à celui que j'avais eu la nuit précédente. Je vis à nouveau la grotte crépusculaire et le porcher avec ses bêtes fongueuses innommables se vautrant dans la saleté. Et en regardant ces choses, elles semblaient plus proches et plus distinctes, si distinctes que je pouvais presque observer leurs traits. Puis j'observai les traits flasques de l'une d'elles, et m'éveillai avec un tel cri que Niggerman sursauta, tandis que le capitaine Norris, qui n'avait pas dormi, riait considérablement. Norris aurait pu rire davantage, ou peut-être moins, s'il avait su ce qui m'avait fait crier. Mais je ne m'en souvins moi-même que plus tard. L'horreur ultime paralyse souvent la mémoire de manière miséricordieuse. Norris me réveilla quand les phénomènes commencèrent. Sorti du même rêve effroyable, je fus appelé par son secouement doux et son exhortation à écouter les chats. En effet, il y avait beaucoup à écouter, car, au-delà de la porte fermée, en haut des marches de pierre, se trouvait un véritable cauchemar de hurlements et de griffements félins, tandis que Niggerman, insouciant de ses congénères dehors, courait, excité autour des murs de pierre nue, dans lesquels j'entendis le même babélisme de trottinement de rats qui m'avait troublé toute la nuit précédente. Une terreur aiguë s'éleva maintenant en moi, car ici étaient des anomalies que rien de normal ne pouvait bien expliquer. Ces rats, s'ils n'étaient pas les créatures d'une folie que je partageais avec les chats seuls, devaient creuser et glisser dans les murs romains que j'avais cru faits de blocs de calcaire solide, à moins que peut-être l'action de l'eau pendant plus de 17 siècles n'ait creusé des tunnels sinueux que les corps des rongeurs avaient élargis et rendus amples. Mais, même ainsi, l'horreur spectrale n'en était pas moindre, car, si c'étaient des vermines vivantes, pourquoi Norris n'entendait-il pas leur commotion dégoûtante? Pourquoi m'exhortait-il à observer Niggerman et à écouter les chats dehors? Et pourquoi devinait-il follement et vaguement ce qui avait pu les exciter? Le temps que je parvienne à lui dire, aussi rationnellement que je le pouvais, ce que je croyais entendre, mes oreilles me donnèrent la dernière impression fugitive du trottinement, qui s'était retiré encore plus bas, loin en dessous de cette crypte la plus profonde, jusqu'à ce qu'il semblât que toute la falaise en dessous fût criblée de rats en quête. Norris n'était pas aussi sceptique que je l'avais anticipé, mais semblait au contraire profondément ému. Il me fit signe de remarquer que les chats à la porte avaient cessé leur clameur, comme s'ils abandonnaient les rats pour perdus, tandis que Niggerman avait une poussée d'une nouvelle agitation, et griffait frénétiquement autour de la base du grand autel de pierre
au centre de la pièce, qui était plus proche de la couchette de Norris que de la mienne. Ma peur de l'inconnu était à ce point très grande. Quelque chose d'étonnant s'était produit, et je voyais que le capitaine Norris, un homme plus jeune, plus robuste, et présumément plus naturellement matérialiste, était affecté tout autant que moi. Peut-être à cause de sa familiarité de toute une vie avec la légende locale. Nous ne pouvions, pour le moment, rien faire d'autre que d'observer le vieux chat noir, tandis qu'il tâtait avec une ferveur décroissante à la base de l'autel, regardant parfois en haut et miaulant vers moi, de cette manière persuasive qu'il employait quand il souhaitait que je lui rende un service. Norris se saisit d'une lanterne près de l'autel et examina l'endroit où Niggerman tâtait, s'agenouillant silencieusement et grattant les lichens séculaires qui joignaient le massif bloc pré-romain au sol en mosaïque. Il ne trouva rien, et était sur le point d'abandonner son effort quand je remarquai une circonstance triviale qui me fit frissonner, même si elle n'appliquait rien de plus que ce que j'avais déjà imaginé. Je lui en parlai, et nous regardâmes tous deux sa manifestation presque imperceptible, avec la fixité d'une découverte fascinée et d'une reconnaissance. Ce n'était que ceci, que la flamme de la lanterne posée près de l'autel vacillait légèrement, mais certainement, sous un courant d'air qu'elle n'avait pas reçu auparavant, et qui venait indubitablement de la fissure entre le sol et l'autel où Norris grattait les lichens. Nous passâmes le reste de la nuit dans le cabinet brillamment éclairé, discutant nerveusement de ce que nous devions faire ensuite. La perspective qu'une voûte plus profonde que la maçonnerie la plus profonde connue des Romains soutenait cet amas maudit, une voûte insoupçonnée par les curieux explorateurs de 3 siècles, eût suffi à nous exciter sans aucun arrière-plan sinistre. En l'état, la fascination devint trouble, et nous hésitâmes, dans le doute de savoir s'il fallait abandonner notre recherche et quitter le prieuré pour toujours par prudence superstitieuse, ou satisfaire notre sens de l'aventure et braver quelles horreurs que ce soit qui nous attendraient dans les profondeurs inconnues. Au matin, nous étions tombés d'accord et décidés d'aller à Londres, rassembler un groupe d'archéologues et d'hommes de science aptes à affronter le mystère. Il faut mentionner qu'avant de quitter la crypte, nous avions vainement essayé de déplacer l'autel central que nous reconnaissions maintenant comme la porte d'une nouvelle fosse de terreur sans nom. Quel secret ouvrirait la porte? Des hommes plus sages que nous devraient le trouver. Pendant de nombreux jours à Londres, le capitaine Norris et moi présentâmes nos faits, conjectures et anecdotes légendaires à 5 autorités éminentes, tous des hommes à qui on pouvait faire confiance pour respecter toute révélation familiale que les explorations futures pourraient développer. Nous trouvâmes la plupart d'entre eux peu disposés à se moquer, mais au contraire intensément intéressés et sincèrement compatissants. Il est à peine nécessaire de les nommer tous, mais je peux dire qu'ils incluaient Sir William Brinton, dont les fouilles en Troade avaient excité le monde entier en leur temps. Tandis que nous prenions tous le train pour Manchester, je me sentais perché au bord de révélations effrayantes, sensation symbolisée par l'air de deuil parmi les nombreux Américains à la mort inattendue du président de l'autre côté du monde. Le soir du 7 août, nous atteignîmes le prieuré d'Exham, où les serviteurs m'assurèrent que rien d'inhabituel ne s'était produit. Les chats, même le vieux Niggerman, avaient été parfaitement placides, et pas un piège dans la maison n'avait été déclenché. Nous devions commencer l'exploration le lendemain. En attendant quoi, j'assignai des chambres bien aménagées à tous mes invités. Je me retirai moi-même dans ma propre chambre de tour, avec Niggerman en travers de mes pieds. Le sommeil vint vite, mais d'horribles rêves m'assaillirent. Il y eut une vision d'un festin romain, comme celui de Trimalcion, avec une horreur dans un plat couvert. Puis vint cette chose damnable et récurrente du porcher et de son troupeau immonde dans la grotte crépusculaire. Pourtant, quand je m'éveillai, il faisait grand jour, avec des sons normaux dans la maison en dessous. Les rats, vivants ou spectraux, ne m'avaient pas troublé, et Niggerman dormait tranquillement. En descendant, je trouvai que la même tranquillité avait prévalu ailleurs. Une condition qu'un des savants attablés, un nommé Thornton, spécialiste en parapsychologie, déclara non sans une certaine absurdité au fait que j'avais enfin vu ce que certaines forces étaient censées me montrer. Tout était maintenant prêt, et, à 11 heures du matin,
Notre groupe entier de 7 hommes, munis de puissantes lampes électriques et d'outils de fouille, descendit au sous-sol et verrouilla la porte derrière nous. Nickerman nous accompagnait, car les enquêteurs n'avaient aucune raison de mépriser sa sensibilité et désiraient même vivement qu'il soit présent en cas de manifestations inexplicables de rongeurs. Nous ne jetâmes qu'un bref regard sur les inscriptions romaines et les motifs d'autels inconnus, car 3 des savants les avaient déjà vus, et tous en connaissaient les caractéristiques. L'attention principale se porta sur l'autel central d'importance capitale, et en moins d'une heure, Sir William Brinton le fit basculer en arrière, équilibré par quelque espèce de contrepoids. Se révéla alors une horreur telle qu'elle nous aurait anéantis si nous n'y avions pas été préparés. Par une ouverture presque carrée dans le sol carrelé, s'étalant sur un escalier de pierre si prodigieusement usé qu'il n'était guère plus qu'un plan incliné au centre, gisait un affreux amas d'ossements humains ou semi-humains. Ceux qui conservaient encore leur disposition en squelette montraient des attitudes de panique terrifiée, et sur tous se voyaient les marques de rongement de rats. Les crânes ne dénotaient rien de moins qu'une idiotie absolue, du crétinisme ou une primitivité quasi simiesque. Au-dessus des marches infernalement jonchées, s'arquait un passage descendant, apparemment taillé dans le roc massif et conduisant un courant d'air. Ce courant n'était pas une soudaine et nauséabonde bouffée venant d'un caveau clos, mais une brise fraîche avec quelque chose de vivifiant. Nous ne nous attardâmes pas longtemps, mais frissonnant, nous commençâmes à nous frayer un passage vers le bas des marches. C'est alors que Sir William, examinant les parois taillées, fit l'étrange observation que le passage, d'après la direction des coups, avait dû être creusé par en dessous. Je dois être très délibéré maintenant et choisir mes mots. Après avoir descendu quelques marches au milieu des eaux rongées, nous vîmes qu'il y avait de la lumière devant nous. Non pas une quelconque phosphorescence mythique, mais une lumière du jour filtrée, qui ne pouvait venir que de fissures inconnues dans la falaise dominant la vallée désolée. Que de telles fissures aient échappé à l'attention de l'extérieur n'avait rien de remarquable, car non seulement la vallée est entièrement inhabitée, mais la falaise est si haute et surplombante que seul un aéronaute pourrait en étudier le visage en détail. Quelques marches de plus, et notre souffle nous fut littéralement arraché par ce que nous vîmes. Si littéralement que Thornton, l'enquêteur psychique, s'évanouit effectivement dans les bras de l'homme hébété qui se tenait derrière lui. Norris, son visage joufflu entièrement blanc et flasque, ne put que crier inarticulément. Quant à moi, je crois que je haletai ou sifflai et me couvris les yeux. L'homme derrière moi, le seul du groupe plus âgé que moi, croassa le banal « Mon Dieu !» de la voix la plus cassée que j'ai jamais entendue. Sur 7 hommes cultivés, seul Sir William Brinton conserva son sang-froid. Chose d'autant plus à son honneur qu'il menait le groupe et dut voir le spectacle le premier. C'était une grotte crépusculaire d'une hauteur énorme, s'étendant plus loin que l'œil ne pouvait voir. Un monde souterrain de mystères sans limite et de suggestions horribles. Il y avait des bâtiments et d'autres vestiges architecturaux. D'un seul regard terrifié, je vis un étrange motif de tumulus, un cercle sauvage de monolithes, une ruine romaine à dôme bas, une grande construction informe d'origine saxonne et un édifice anglais primitif en bois. Mais tout cela était éclipsé par l'abominable spectacle qu'offrait la surface du sol. Sur des mètres autour des marches s'étendait un enchevêtrement insensé d'ossements humains, ou d'ossements au moins aussi humains que ceux qui jonchaient l'escalier. Comme une mer écumeuse, ils s'étendaient, certains disloqués, mais d'autres entièrement ou partiellement articulés en squelettes. La posture de ces derniers évoquait toujours une frénésie démoniaque, soit repoussant quelques menaces, soit agrippant d'autres formes avec une intention cannibale. Quand le docteur Task, l'anthropologue, se pencha pour étudier la nature des crânes, il trouva un mélange dégradé qui le laissa totalement perplexe. Ils étaient pour la plupart inférieurs à l'homme de Piltdown sur l'échelle de l'évolution, mais dans tous les cas définitivement humains. Beaucoup étaient plus évolués, et un très petit nombre étaient des crânes de type exceptionnellement développé et sensible. Tous les os étaient rongés,
la plupart par les rats, mais quelque peu par d'autres membres de la horde semi-humaine. Mélangés à eux se trouvaient de nombreux petits os de rats, membres tombés de l'armée létale qui clôtura l'épopée antique. Je m'étonne que quiconque parmi nous ait survécu et conservé sa raison à travers cette journée hideuse de découverte. Ni Hoffmann, ni Huysmans n'auraient pu concevoir une scène plus follement incroyable, plus frénétiquement répulsive ou plus gothiquement grotesque que cette grotte crépusculaire à travers laquelle nous sept titubâmes, chacun trébuchant de révélation en révélation et en essayant pour l'instant de ne pas penser aux événements qui avaient dû avoir lieu là 300 ans ou 1000 ou 2000 ou 10 000 ans auparavant. C'était l'antichambre de l'enfer. Et le pauvre Thornton s'évanouit à nouveau quand Task lui dit que certaines des choses squelettes devaient être descendues à 4 pattes pendant les 20 dernières générations ou plus. L'horreur s'ajouta à l'horreur, tandis que nous commencions à interpréter les vestiges architecturaux. Les choses quadrupèdes, avec leur recrue occasionnelle de la classe bipède, avaient été gardées dans des enclos de pierre, dont elles avaient dû s'échapper dans leur dernier délire de faim ou de peur des rats. Il y avait eu de grands troupeaux d'entre elles, manifestement engraissés avec les légumes dont les restes pouvaient être trouvés comme une sorte d'ensilage empoisonné au fond d'énormes bacs de pierre plus anciens que Rome. Je savais maintenant pourquoi mes ancêtres avaient eu des jardins si excessifs. Plaise au ciel que je puisse l'oublier. Le but des troupeaux, je n'eus pas à le demander. Sir William, debout avec sa lampe dans la ruine romaine, traduisit à haute voix le rituel le plus choquant que j'ai jamais connu, et parla du régime du culte antédéluvien que les prêtres de Cybèle avaient trouvé et mêlé au leur. Norris, habitué qu'il était aux tranchées, ne put marcher droit quand il sortit du bâtiment anglais. C'était une boucherie et une cuisine. Il s'y était attendu. Mais c'était trop de voir des outils anglais familiers dans un tel endroit, et d'y lire des graffitis anglais familiers, certains aussi récents que 1610. Je ne pus entrer dans ce bâtiment dont les activités démoniaques n'avaient été arrêtées que par le poignard de mon ancêtre, Walter de la Poer. Le seul dans lequel j'osais m'aventurer était le bâtiment saxon, dont la porte de chêne était tombée, et là, je trouvai une terrible rangée de 10 cellules de pierre, avec des barreaux rouillés. 3 avaient des occupants, tous squelettes évolués, et sur l'index osseux de l'un, je trouvai un anneau sigillaire avec mes propres armoiries. Sir William trouva une crypte avec des cellules bien plus anciennes sous la chapelle romaine, mais ces cellules étaient vides. En dessous se trouvait une basse crypte avec des caisses d'ossements disposées avec ordre, certaines portant de terribles inscriptions parallèles gravées en latin, en grec et dans la langue de Phrygie. Pendant ce temps, le docteur Task avait ouvert un des tumulus préhistoriques et mis au jour des crânes qui étaient légèrement plus humains que ceux d'un gorille et qui portaient des gravures idéographiques indescriptibles. À travers toute cette horreur, mon chat marchait sans être perturbé. Une fois, je le vis perché au sommet d'une montagne d'ossements, et je m'interrogeai sur les secrets qui pouvaient se cacher derrière ses yeux jaunes. Ayant saisi à un certain degré les effrayantes révélations de cette zone crépusculaire, une zone si hideusement présagée par mon rêve récurrent, nous nous tournâmes vers cette profondeur apparemment sans borne de caverne de minuit où aucun rayon de lumière de la falaise ne pouvait pénétrer. Nous ne saurons jamais quel monde stygiens aveugles béait au-delà de la petite distance que nous parcourûmes, car il fut décidé que de tels secrets ne sont pas bons pour l'humanité. Mais il y avait largement de quoi nous absorber à portée de main, car nous n'étions pas allés loin avant que les lampes ne montrent cette infinité maudite de puits où les rats s'étaient repus et dont le soudain manque de réapprovisionnement avait poussé l'armée rongeuse affamée d'abord à se retourner contre les troupeaux vivants de choses affamées, puis à jaillir du prieuré dans cette orgie historique de dévastation que les paysans n'oublieront jamais. Dieu, ces puits charognards noirs d'eau sciée, picorés et de crânes ouverts, ces gouffres cauchemardesques étouffés d'ossements pithécanthropoïdes, celtiques, romains et anglais de siècles innombrables et impies. Certains étaient pleins, et nul ne peut dire à quelle profondeur ils avaient jadis été. D'autres étaient encore sans fond pour nos lampes, et peuplés de fantaisies innombrables. Que penser, me dis-je,
des malheureux rats qui trébuchaient dans de tels pièges au milieu des ténèbres de leur quête dans ce Tartare sinistre. Une fois, mon pied glissa près d'un bord horriblement béant, et j'eus un moment de peur extatique. J'avais dû rêver longtemps, car je ne voyais plus aucun membre du groupe, sauf le joufflu capitaine Norris. Puis vint un son de cette distance ancre, sans borne, plus lointaine que je crus reconnaître, et je vis mon vieux chat noir passer devant moi comme un dieu égyptien ailé, droit dans le gouffre illimité de l'inconnu. Mais je n'étais pas loin derrière, car il n'y eut plus de doute après une autre seconde. J'entendais l'étrange galopade de ces rats diaboliques, toujours en quête de nouvelles horreurs, et déterminés à m'entraîner, même jusqu'à ces cavernes grimaçantes du centre de la terre, où Nyarlathotep, le dieu sans visage fou, hurle aveuglément au son des pipeaux de 2 joueurs de flûte amorphes et idiots. Ma lampe s'éteignit, mais je courus encore. J'entendis des voix et des miaulements et des échos, mais par-dessus tout cela s'éleva doucement ce galop impie et insidieux, s'élevant comme un cadavre raide et gonflé s'élève doucement au-dessus d'une rivière huileuse qui coule sous des ponts d'onyx sans fin vers une mer noire et putride. Quelque chose me heurta, quelque chose de doux et de joufflu. Ce devait être les rats, l'armée visqueuse, gélatineuse, vorace, qui se repaît des morts et des vivants. Pourquoi les rats ne mangeraient-ils pas un de la poère, comme un de la poère mange des choses interdites? La guerre a mangé mon garçon, damnés soient-ils tous. Et les Yankees ont mangé Carfax avec les flammes et brûlé grand-père de la Port et le secret. Non, non, je vous dis, je ne suis pas ce porcher démoniaque dans la grotte crépusculaire. Ce n'était pas le visage gras d'Edward Norris sur cette chose flasque et fongueuse. Qui dit que je suis un de la poère? Lui a vécu, mais mon garçon est mort. Un Norris tiendra-t-il les terres d'un de la poère? C'est du vaudou, je vous dis. Ce serpent tacheté. Maudis-toi, Thornton, je t'apprendrai à t'évanouir devant ce que ma famille fait. Par le sang, toi le puant, je t'apprendrai comment. Voldeies vinc me tilkvis, magna mater, atis, dia ad agdaids, ad audan, agus bas dunach ort, donas dolas ort, agus leatza, hungel, chut. C'est ce qu'ils disent que j'ai dit quand ils m'ont trouvé dans les ténèbres après 3 heures. Trouvé accroupi dans les ténèbres, sur le corps joufflu, à moitié mangé du capitaine Norris, avec mon propre chat sautant et lacérant ma gorge. Maintenant, ils ont fait sauter le prieuré d'Exam, m'ont pris mon Niggerman, et m'ont enfermé dans cette chambre barodée à Hanwell, avec des murmures effrayants sur mon hérédité et mes expériences. Thornton est dans la chambre voisine, mais ils m'empêchent de lui parler. Ils essayent aussi de supprimer la plupart des faits concernant le prieuré. Quand je parle du pauvre Norris, ils m'accusent d'une chose hideuse, mais ils doivent savoir que je ne l'ai pas fait. Ils doivent savoir que c'étaient les rats glissants, galopants, dont le trottinement ne me laissera jamais dormir. Les rats démoniaques qui courent derrière le capitonnage de cette chambre et m'attirent vers de plus grandes horreurs que je n'en ai jamais connues. Les rats qu'ils ne peuvent jamais entendre. Les rats dans les murs.